gens, ils n'ont plus les moyens financiers. Et que ça fait maintenant 20-30 ans qu'on roule en permanence sur les salaires, et que la part des richesses qu'on a produites, notamment dans le monde de l'entreprise, une grosse partie ne va plus dans le salaire direct et indirect, donc la solidarité nationale, mais va dans le poste des actionnaires. C'est quelque chose qui est devenu énorme, et je pense que là-dessus, on doit être beaucoup plus à l'offensive. Et ensuite, bien sûr, ça a également un autre élément central, c'est les droits nouveaux pour les salariés. Parce que la démocratie, elle existe, on va dire, dans la cité, mais dans l'entreprise, la démocratie n'existe pas. On n'a rien à dire. Au nom de la propriété privée, je veux dire, on n'a rien à dire. Et là, il faut aussi remettre en avant le fait que les salariés dans les entreprises, ils aient des droits nouveaux, qui ont d'ailleurs été confiés toujours par la lutte, que personne ne nous a jamais offert. Mais ça, c'est également l'élément central. Les droits nouveaux, la question du pouvoir d'achat, d'arrêter à penser tout le temps, on parle sans arrêt d'économie, voilà, moins cher. Non, c'est quelque chose qui nous mène tous de plus en plus bas, et en fin de compte, après, on s'affronte les uns les autres, et on cherche des privilégiés parmi ceux qui travaillent, ou celui-là qui est fonctionnaire, ou celui-là qui travaille à je ne sais pas quel statut. Ça devient des choses qui sont terribles. Voilà. Là, il faut remettre de la solidarité, et avec des revendications plus globales sur les questions de ce type-là, je pense qu'on peut... c'est aussi un élément qu'il faut mettre en avant. C'est l'élément central des difficultés à vivre, sur lesquelles ils attendent des réponses, c'est ça, avant tout. De mon point de vue. C'est aussi ce qui devrait basculer du côté du Front National, je pense. C'est peut-être pas le seul, c'est un des éléments. Pour rebondir sur ce que tu dis, Michel, il existe d'autres types d'entreprises. Moi, je peux vous citer le cas d'une entreprise qui est basée à Lille, dans le Nord. C'est la société Pocheco, qui est la société d'Emmanuel Druon. Et cet homme, dans cette région, où il y a quand même le plus fort taux de chômage, a créé une société qui, quand même, a 20 ans. Donc, bon, elle a quand même quelques années derrière elle. Et cet homme pense que l'entreprise capitaliste est infectée par la financiarisation du capitalisme. Et le problème, c'est qu'effectivement, on ne pense qu'à une chose, c'est à rémunérer les actionnaires. Donc, il faut d'abord que les actionnaires s'enrichissent. Et par exemple, en France, il y a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et 3,5 millions de gens qui cherchent du travail. On peut continuer, comme dit, je reprends les paroles de M. Druon, que j'avais trouvées vraiment judicieuses. Il disait, on peut continuer d'étendre le truc comme ça, de voir à quel moment l'élastique va péter. Et lorsqu'il présentait sa société, il disait que ici, on a considéré que l'actionnaire, ça va, on n'a pas besoin de lui. Il a pensé sa société totalement différemment. Par contre, dès que son entreprise arrive à mettre un petit peu d'argent de côté, ils réinvestissent complètement dans l'usine. Et je vais essayer de ne pas être trop long, mais Pocheco, c'est une société qui fabrique des enveloppes. Alors, en fait, ils sont totalement autonomes. Le truc, c'est ça. C'est que c'est l'économie circulaire. Donc, ils font leur propre chauffage, ils récupèrent... ils n'ont aucun déchet parce que tout est récupéré. Et du coup, ça leur donne une force parce qu'ils ne sont dépendants de personne. Donc, des modèles de société, d'entreprises différentes. Je ne dis pas que c'est adaptable à tous les types d'activités. Peut-être pas. Mais il y a des choses à creuser. Il y a vraiment des choses à creuser. Il y a des modèles à suivre. Alors, effectivement, d'habitude, entre le salaire du PDG et du travailleur de base, il y a une différence de 1 à 100. Là, dans cette société, il y a une différence de 1 à 4. Voilà. Il y a peut-être des choses à changer. Voilà, juste pour compléter, d'autant plus que sur ce point-là, qu'on soit salarié ou qu'on soit artisan ou commerçant, quand je parle des commerçants, c'est bien sûr pas les grosses enseignes comme Leclerc, etc. On a des intérêts communs aujourd'hui. Parce que combien d'artisans aujourd'hui mettent la clé sous la porte, puisque les gens ne font plus appel à eux. Alors déjà, vous avez les auto-entrepreneurs et tous ces gens qui perdent leur emploi dans l'industrie qui se retrouvent dans les services. Donc tout est bouchonné. Et en fait, très souvent, vous avez aujourd'hui des gens qui ne peuvent même plus faire l'entretien courant de leur maison. Et alors que, en fin de compte, ce sont des problèmes-là. Et les artisans cherchent du boulot. Voilà. Le problème, c'est pas leur charge, parce qu'ils disent les charges. Non, c'est pas les charges, c'est qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de carnet de commande. Le problème, il est là. Donc c'est une question qui n'est pas seulement pour notre portefeuille à nous, mais c'est économique, c'est purement économique. Oui.
Donc, j'aimerais rebondir sur deux points qui me tiennent un peu à cœur. C'est d'abord un petit peu la mentalité des Français dans les élections. En 2012, les Français ont voté contre Sarkozy, contre sa politique. Ils se sont fait souvent biaiser ou baiser par rapport à Hollande, qui a fait pas mal de promesses, en disant que son ennemi c'est la finance. Et en fin de compte, il a fait énormément de cadeaux à la finance. Résultat des courses, la France s'est cassée la gueule. Les travailleurs ont subi ce qu'on n'a jamais subi autrement avec ce gouvernement socialiste. Et on se retrouve en 2017, avec tout le monde disait que le Front National va faire un score faramineux parce que c'était l'alternative. Heureusement, la France Insoumise est venue. Et on a fait un bon score, un très bon score. On aurait mérité mieux, mais bon, ça fait rien. On a fait un très bon score. Maintenant, il va falloir le maintenir aux législatives. Mais là où je voudrais en venir, tu as parlé avant de 12 millions de gens pauvres en Allemagne. Il y en a autant en France, crois-moi. Je travaille, je suis retraité depuis quelques années, mais je suis bénévole dans le syndicat CGT de l'Union locale du bassin potassique. Et avec Michel, on essaie d'aider au mieux les salariés. Mais il n'y a pas une semaine où il y a des gens qui viennent pleurer, je dis bien pleurer chez nous, parce qu'ils sont dans une détresse pas possible. Tu parles avant des jeunes qui sont au chômage, des jeunes qui ne trouvent pas de travail, mais quand une personne qui a 50 ans ou 55 ans est virée, et qu'il n'y a plus du tout d'avenir pour ces personnes-là, et qu'ils en peuvent plus, qu'ils sont harcelés au travail, qu'ils sont malmenés au travail, qu'ils sont insultés au travail, qu'ils subissent des pressions pas possibles de la part des employeurs, ça c'est une question grave, parce que ces gens-là sont dans une détresse pas possible. On arrive à un point où, en tant que syndicat CGT, on devient pratiquement des psychologues, on essaie de les aider, des médecins nous envoient des gens qui sont en rupture de travail parce qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est complètement... J'ai jamais vu ça de ma vie, on n'a jamais vu autant de détresse au travail qu'actuellement. Et on continue. Et ce que j'arrive pas à comprendre en politique, c'est que là, Macron a annoncé la couleur. Mais Macron est président. Alors moi, je ne comprends plus. J'arrive plus à comprendre comment on peut élire une personne comme ça, qui va faire quelque chose de catastrophique. Le code du travail va l'amener, il va le casser. Les retraités, on n'en parle même pas. Ils vont nous serrer la ceinture comme c'est pas possible. C'est déjà fait depuis un bout de temps, ça. Ce qui est fait depuis, oui, tout à fait d'accord avec toi, tout à fait d'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment faire comprendre aux gens que c'est pas la bonne voie de voter ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien pour nous, ils n'ont absolument rien. Alors, Fessenheim, juste un mot sur Fessenheim. Moi, je suis pour les fermetures des centrales nucléaires, mais pas comme ça dans l'immédiat, à long terme. Je sais qu'on en a besoin, je sais qu'on n'a pas la possibilité de faire autre chose actuellement, mais il faut y penser. Un jour, il faut y penser. L'exemple de l'Allemagne qui veut refaire au charbon, c'est pas le bon exemple non plus. Donc il faut y penser, il faut mettre les choses sur la table. Mais quel est le président, à part Hollande, qui a dit qu'il va fermer, il n'a rien foutu du tout. Donc il a laissé. Voilà. Donc voilà, on s'est fait. Voilà, on ne peut pas, comme tu as dit avant, préparer un après Fessenheim ou un après nucléaire sans en parler. Là, on ne parle pas. Là, on décrète tout et puis on fait du tout et n'importe quoi. Oui, moi je voudrais juste rebondir là sur une affirmation qui vient d'être faite par rapport à l'Allemagne et les centrales au charbon, etc. C'est complètement faux. Il faut savoir que tous les ans, il y a plusieurs centrales, soit au lignite, soit au charbon, qui sont fermées en Allemagne. Ils sont en train de diminuer de façon pas drastique, mais importante, leur émission de CO2 depuis quelques années, tout en augmentant, en explosant leur exportation. Et quand l'Allemagne exporte un Knack ou un 4x4 ou Dieu sait quoi, il faut savoir que dans cette matière qui est exportée, il y a de l'énergie grise, il y a de l'énergie. Et dans un 4x4, je peux vous dire, il y a quelques tonnes d'énergie qu'il faut pour fabriquer l'acier, l'alu, etc. Donc, c'est faux, il faut éviter de répéter ça. J'ai assisté lundi soir à une réunion électorale dans mon village avec mon député. Et ce député, il m'a scotché en disant que finalement, en regardant de près, le nucléaire n'a plus d'avenir. Je dis, tiens, ça m'étonne venant de ta part. C'était Eric Stroman.
Et donc, il me dit, bah oui, maintenant on le voit partout, les renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien, c'est moins cher que le nucléaire. Oui. Donc c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et pourtant, qu'est-ce qu'on leur a mis des bâtons dans les roues? Alors juste pour votre gouverne, depuis hier, il y a à Munich un salon qui s'appelle Intersolar. C'est le plus grand salon au monde consacré entièrement à l'énergie solaire. Il y a 170 pays qui exposent. Il y a plus de 1100 exposants, dont 400 qui travaillent et qui présentent des solutions pour le stockage. Et vous savez combien il y a de Français? 42. 3,8% des exposants. Voilà. Et ça, je trouve ça malheureux. On est encore en train de louper un train en marche. Voilà. Parce que les Français ne veulent pas investir. Je voulais juste préciser ça par rapport à votre réflexion, qui est une ânerie sans nom. On en reparlera dans 10 ans. Les émissions de CO2 en Allemagne vont encore diminuer et c'est programmé, c'est acté. Mais elles sont pour l'instant beaucoup plus importantes qu'en France. On est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc c'est pas une ânerie. Elles sont baissières également. Elles sont baissières. Les fonds nucléaires, elles sont baissières. Alors moi je profite quand même de la présence de Monsieur le maire pour réévoquer un point qu'on vient d'évoquer. Donc moi je suis donc candidat pour la France Insoumise sur la Circo 4 et je suis, comme je l'appelle, le candidat de Fessenheim. Candidat de Fessenheim parce que j'habite dans la zone et candidat de Fessenheim parce que je défends le territoire de Fessenheim. Et je défendrai ce que j'appelle l'après-fermeture. Parce que, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'État français a été irresponsable en ne donnant pas, je dirais, de projet clair sur ce qui se passera. Et je sais que lorsque les élus des territoires donc, qui sont nucléarisés défendent donc les centrales nucléaires, c'est pas tellement les centrales nucléaires qui défendent, mais que la dynamique économique qui défendent. Je rappelle que la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est quand même 16 millions d'euros sur le département du Haut-Rhin et plus de 2 millions donc pour la commune de Fessenheim. Je peux bien comprendre qu'effectivement l'élu à ce moment-là effectivement défend. Donc moi je déposerai un projet de loi qui s'appelle le projet de loi de zone de transition énergétique et qui concernera les 19 territoires français donc qui sont occupés par une centrale et on fera du territoire de Fessenheim un modèle. Alors dans ce projet de loi seront donc parties prenantes les élus. Parce que pour l'instant, les élus, vous avez été laissés à côté, je regrette, où on a essayé de vous manipuler. Il y aura les représentants de l'économie locale, parce qu'on doit aussi les entendre. Il y aura aussi les représentants des salariés des sites nucléarisés, pour qu'on puisse concevoir effectivement l'après, parce qu'il y aura un après. Et le gouvernement français, l'État français, a fait preuve d'une grande irresponsabilité, et on conçoit bien que depuis 1978, et la mise en service de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui a généré effectivement une dynamique économique inouïe, on peut comprendre que les habitants, les élus, donc soient inquiets et qu'après la fermeture de leur centrale nucléaire, on ne se transforme pas en désert nucléaire. Donc là, effectivement, il faut absolument que l'État français prenne ses responsabilités et sanctuarise les territoires qui ont été nucléarisés, parce que ces territoires n'ont rien demandé à personne. Ils ont vu des centrales installées et maintenant on leur dit on va vous enlever ça et après on leur dit plus rien. Et ça c'est une irresponsabilité et à partir de là il faut absolument qu'il y ait une défense complète de tous ces 19 territoires qui vont connaître un jour ou l'autre la fermeture de leur centrale donc sur leur territoire. Donc moi quand je manifeste mon inquiétude, effectivement je la manifeste effectivement comme papa, par rapport à la particularité d'une technologie, mais je la manifeste aussi comme riverain et comme habitant. Et effectivement, je vois tout ce que ça a apporté sur Fessenheim, le périscolaire, les différents services, la médiathèque, le nouveau musée, et je comprends bien qu'on ne peut pas jeter ça par perte et profit, et qu'effectivement, il y a nécessité d'absolument donner une visibilité pour ces territoires qui sont inquiets par rapport à l'après-nucléaire. Mais comme on n'a rien dit à l'après-nucléaire, et bien maintenant on est toujours dans le pendant, jusqu'au jour où on aura le problème. Voilà ce que je voulais dire en présence de M. Brender. Et je sais que l'autre jour, en marge de la réunion publique où était donc le candidat des LR, on a évoqué ça. Et effectivement, il faut absolument, ensemble et tout, qu'on puisse
passer, je dirais, tourner la page et surtout ne pas oublier que l'héritage des centrales nucléaires, longtemps, les territoires auront à en supporter les conséquences. Donc ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le passer par perte et profit. Oui, c'est vrai que, bon, comme je disais tout à l'heure, M. Hollande, il nous a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Hein. On ferme et on verra après. Non, on va d'abord et on ferme après. Donc, on ne ferme pas une centrale nucléaire comme ça, sans voir la suite, sans une énergie de remplacement. Attends, Lucien, il y avait M. Brenner qui voulait prendre la parole. On va peut-être entendre M. le maire. Il faut bien que, bon, un jour, il faudra qu'on la ferme, mais elle ne peut pas tourner éternellement. Parce que si on a un deuxième Tchernobyl, on n'aura plus besoin de périscolaire, on n'aura plus besoin de piscine, on n'aura plus besoin de rien dans les communes environnantes. On n'aura plus besoin de l'argent non plus. Mais bon, comme vous dites, il faut prévoir. Monsieur le maire, merci. Ouais, non, mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Bon, après, je suis venu. Non, on vous écoute, monsieur le Bon, maire. vous avez promis de venir, donc je viens avec un peu de retard. J'avais une autre obligation avant, donc voilà, j'ai bien pris note de votre message, évidemment. Là où je vous rejoins, c'est qu'à l'époque, on ne nous a rien demandé, hein, ça c'est clair. Hein, je pense que le programme nucléaire a été imposé, comme aujourd'hui. L'élu local n'a pas aujourd'hui ni les moyens de faire perdurer la centrale, ni de l'arrêter. Donc c'est clairement, ce sont des décisions qui sont bien au-dessus des élus locaux. Donc voilà, donc nous, on peut pas. Pour autant, vous avez raison dans le fait que c'est une dynamique de territoire qui nous a profité. Et qu'effectivement, au-delà du débat sur le nucléaire, qui est ce qu'il est, avec les positions tranchées de chacun, de toute façon, un n'arrivera pas à convaincre l'autre, et puis, donc voilà, donc ça, c'est juste, donc le débat, c'est même pas la peine, hein, je veux dire, donc ça, c'est clair. Donc, au-delà de ça, effectivement, ces territoires-là doivent être défendus, et je m'y attacherai aussi en tant que président de l'Artisan, donc l'ensemble des sites qui regroupe l'association qui regroupe des représentants des 19 sites nucléaires en France. Et parce que bon, effectivement, si demain la politique française essaie de diminuer la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025, c'est 7 ans, c'est juste demain, quoi. Donc quid des territoires, quid des services en place. Donc voilà, on a vu des exemples de reconversion qui n'ont pas réussi. Donc effectivement, si demain la centrale devait fermer, effectivement, il faudra que nous, communes et les collectivités territoriales, puissent avoir les moyens de continuer à assurer leurs services et assurer ce pourquoi on est là, c'est-à-dire être au service de nos habitants et de nos concitoyens. Donc vous aurez remarqué que je suis le seul candidat qui donc propose un projet pour l'après et qui concernera les 19 territoires donc nucléarisés donc en France. Je vous en félicite. Voilà. Et je crois que c'est important parce que c'est faire preuve de responsabilité et, comme vous dites, de sortir de l'ornière d'un débat sans fin qui nous conduit visiblement vers une impasse et où l'État français, alors je parle aussi notamment du gouvernement Hollande, hein, avec cette fermeture, pas fermeture, où effectivement c'était des accords électoraux, ça on le sait aujourd'hui, où il a enfariné tout le monde et où les élus se seront trouvés au milieu. Alors effectivement, sur le territoire de Fessenheim, on sait que ce débat sans fin, ça a entraîné une tension très importante, aussi bien au niveau des salariés, fermera pas, qu'au niveau des habitants, et on le voyait. Donc cette inquiétude, et lorsque vous avez effectivement à un certain moment donc manifesté pour exprimer cette inquiétude, il faut l'entendre. Et là, c'est à l'État français de prendre ses responsabilités. Et au moment où ils ont déployé les centrales, ils auraient dû aussi penser à l'après-centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'on fera après? Et qu'est-ce qu'on fera de tous ces lieux où effectivement il y a eu une centrale? Alors l'association dont vous êtes le président, elle sera effectivement associée donc à ce projet de loi, donc concernant donc la sanctuarisation des territoires. Et j'ai retenu l'idée aussi dont vous aviez parlé. Pourquoi pas? C'est une reconnaissance nationale. L'industrie nucléaire, c'est une industrie particulière, avec les risques qu'on connaît, mais qui a rendu service à la France. Et donc, la France doit être reconnaissante, et l'idée de ponctionner peut-être sur les kilowatts quelque chose,
pour abonder les fonds qui vont permettre à ces territoires d'assurer, donc à ces zones de transition énergétique, je pense que là, ça ouvrirait effectivement la voie sereinement à l'après. Mais ça, pour l'instant, malheureusement, l'État français n'est pas encore dans cette pensée. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le principe de la morale et de la parole donnée, des promesses électorales, etc. Effectivement, François Hollande, il nous a menés en bateau. Il nous a vraiment... il s'est foutu de nous. Et pourtant, il voyait régulièrement sa collègue Angela Merkel. Il aurait pu lui demander comment elle a fait pour fermer 9 réacteurs au jour d'aujourd'hui, dans le même laps de temps où lui, il n'en a pas fermé un seul de réacteur. Je rappelle que Angela Merkel, elle a une formation de physicienne, donc quand on parle de nucléaire, je pense qu'elle sait de quoi elle parle et elle sait pourquoi elle a décidé de sortir son pays du nucléaire. Effectivement, pour nous, c'est vachement plus compliqué parce qu'on dépend aux 3/4 de cette énergie. Et ça, c'est un gros problème. Mais il faut bien commencer un jour, parce qu'on a encore vu, là, il y a eu le week-end dernier, je crois, le référendum en Suisse. Ben voilà, c'est acté, fini. Donc, après la Belgique... Pas aussi évident. Si, c'est fait, tu peux oublier. Tous qui sont engagés, ça ne pas construire de nouvelles centrales. Ça veut dire quoi? Denis, derrière. Il est à noter aussi que la physicienne Angela Merkel était pro-nucléaire à fond jusqu'en 2011 et que l'événement Fukushima l'a vraiment fait changer d'avis. Et on dit bien, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et elle a changé d'avis. Oui, mais ça n'empêche pas d'acheter le courant. Il y a un moment, elle a refait rentrer les En attendant, c'est plutôt nous qui achetons chez eux. L'Allemagne nous vend 2 fois plus d'électricité que nous, on leur vend. Allez sur le site de RTE et Pexpot. La Suisse aussi, elle nous en vend. Seulement, elle l'achète d'abord aussi à Fessenheim. De Fessenheim, ça part en Suisse et de Suisse, ça revient en France. Donc, Armand, vous l'avez. Sachez déjà que Fessenheim est partagé à 3 parts de 3 États qui sont inscrits aux principaux capitaux. Donc déjà, il y a l'État français via EDF, il y a l'État allemand et l'État suisse. Donc effectivement... Non, pas l'État. Des entreprises Ce sont des privées. Des entreprises privées. Oui, il a raison, c'est des entreprises privées. Ce sont des entreprises d'État. Ce n'est pas parce que Non. elles ont des capitaux Privées. extérieurs que l'État n'est pas majoritaire dedans. Cette De toute façon, électricité il suisse, faut garder un pôle allemand, public français, de l'ensemble des énergies, qu'elles soient renouvelables, hydrauliques et Armand. cette électricité suisse, allemand, français, ils ne nous l'achètent pas. Par contre, ils nous le revendent. Non. Oui. En partie. À propos des entreprises, en Allemagne, il y en a 4. Et c'est qui des entreprises privées? E.ON, Vattenfall, ENBW, qui est actionnaire via E.ON, parce qu'ils sont vendus, enfin c'est une manip financière, et RWE. Il y a 4 entreprises privées qui se partagent le marché. Il y a juste ENBW qui a comme actionnaire le Land du Bade-Württemberg. Sinon, le Bund, l'État allemand, n'a aucune action, mais pas une de ces 4 entreprises privées. Pas une. Et pourtant... Est-ce que j'ai raison sur le fait qu'on ne vend pas d'électricité à ces entreprises-là? Il y a un troc. Il y a un troc, c'est un échange. Dans ce cas, est-ce qu'il y a une balance économique dans cette histoire? Est-ce qu'on leur vend l'électricité? Non, que je sache. Non, ils prélèvent l'énergie. Des investissements liés à la production. Donc, ils sont partenaires, donc ils récupèrent le pourcentage de production de ce qu'ils sont achetés. C'est ça. C'est tout. C'est au titre du partenariat, effectivement, que ces entreprises récupèrent donc leur l'électricité. Donc c'est faux de dire que la France vend de l'électricité dans ces conditions à ces pays. Voilà, alors je vous remercie tous et toutes pour cette petite soirée électorale. Et je propose de terminer autour d'une convivialité, d'une fraternité pour un petit pot qui nous attend là derrière. Merci bien, bonne soirée.